Dans la pratique DevOps, l'automatisation est très importante. L'automatisation, c'est le fait qu'on puisse réellement enchaîner les différentes étapes de la production sans avoir d'intervention manuelle. Alors pourquoi automatiser? Tout simplement parce que l'automatisation va libérer le développeur et va éviter d'avoir à intervenir dans une étape. Dès que l'on a une intervention manuelle sur une étape de la production, forcément on perd du temps. Le grand classique, évidemment, c'est l'étape de test. Beaucoup d'équipes savent très bien intégrer et produire leur logiciel, mais par contre, les étapes de test et de déploiement final sont manuelles ou tout au moins sous le contrôle en fait d'une intervention humaine. Alors cette intervention humaine ralentit forcément la mise en place du déploiement. On peut aussi avoir des déclenchements liés à un événement. Donc, dans ce cas-là, l'automatisation des différentes productions intermédiaires est déclenchée par exemple par l'arrivée d'un source nouveau. Et puis, d'une façon générale, il faut donc supprimer tout ce qui est manuel. Alors, les éléments nécessaires. Il faut bien sûr un code source. Il faut bien sûr un endroit où l'on a posé les sources. Donc, typiquement, ça s'appellera un repository. On a besoin d'opérations, donc build, test, etc. Et on a aussi besoin donc d'un endroit où poser des artefacts. Ce que l'on appellera des triggers, ce sont en fait des liens entre un événement et une opération à déclencher. Le suivi de l'automate est aussi important, bien entendu. Il faut pouvoir suivre le progrès, par exemple par email recevoir la fin du build ou la réussite ou l'échec des tests. Il faut donc qu'on soit au courant. Et bien sûr, donc cet automate est constitué d'un enchaînement de tâches, de jobs. Alors suivant les dispositifs que vous utilisez pour automatiser, vous pourrez effectivement changer de nom. Voici un exemple avec un source qui est en fait un projet sous Visual Studio 2019, peu importe la version de cet outil et peu importe le projet finalement. Dans cette solution, j'y ai placé donc un projet console app qui ne contient pas grand chose d'autre qu'un Hello World et une classe qui possède une méthode travail. J'ai créé à côté un projet de test qui n'a qu'un cas de test qui consiste à appeler la méthode travail de la classe en question. Tout d'abord, pour mettre en œuvre ce projet dans un environnement comme Microsoft Azure DevOps, il m'a fallu tout d'abord pousser en fait les données, le projet vers Microsoft Azure DevOps. Donc en fait ici j'ai la commande ou les commandes que j'ai exécutées à partir de mon console app1, qui est donc le nom de ma solution, et je pousse en fait ce code et ce projet et cette solution entièrement vers Azure DevOps. Sur Azure DevOps, qu'est-ce que j'ai actuellement sur ce projet? Alors, je suis ici dans un projet qui s'appelle Test. Je suis dans la partie Pipelines. Côté Repos, en fait, j'ai tout simplement le projet que j'ai poussé. Donc, en fait, ce Repos ici, je rappelle que Microsoft Azure DevOps peut utiliser soit des repositories qui lui sont propres, gratuitement, je ne me souviens plus, vous avez quelque chose comme 2 gigas de projets en fait que vous pouvez poser, ou alors vous allez chercher les sources dans un GitHub ailleurs. Ici, donc, la solution est composée de 2 projets, on retrouve bien effectivement ces 2 répertoires, et on retrouve bien les fichiers de configuration. Nous avons aussi ce Azure Pipelines.iml. Alors IML, c'est toujours la marque du YAML, un format de données pas forcément super sympa, mais qui est beaucoup utilisé pour tout ce qui est fichier d'exécution comme ça. Pipelines. Et bien dans les pipelines, j'ai donc ce pipeline que j'ai simplement créé en faisant un new pipeline. Et il a automatiquement détecté la présence donc d'une solution Microsoft. Et la pipeline a été construite automatiquement. Donc si je viens voir ici, Edit, à quoi ressemble ce fichier de pipeline? Eh bien, je retrouve effectivement mes tâches. Tout d'abord, bien sûr, un build, et puis ici, les tests qui vont bien.
Je peux rajouter à droite ici des tâches supplémentaires, comme par exemple déployer sur un Kubernetes ou créer une image Docker. Je peux faire à partir donc des tâches qui sont ici sur ma droite. Et puis finalement, je pourrais aussi livrer mon produit, c'est-à-dire en l'occurrence ici un exe et une DLL, dans le répertoire d'artefacts. Alors c'est pas ce qui a été fait là pour l'instant, mais ça pourrait être fait. Donc finalement, il ne me reste plus qu'à déclencher ce pipeline sur un événement lié à l'alimentation du repository. Et je me retrouve donc avec une chaîne complète. Je livre sur le repository avec un push. Le pipeline fait en sorte que tout se construise, dans l'occurrence ici, c'est construction plus test, plus éventuellement déploiement de l'artefact dans la zone des artefacts. Si je reviens donc sur ce pipeline qui s'est exécuté, vous remarquerez que vous avez la possibilité de l'exécuter directement à la main. Et donc vous pouvez donc suivre ce qu'il va produire en fait ce pipeline directement. Si l'on déroule en cliquant dessus les jobs qui correspondent, vous retrouvez effectivement les étapes importantes pour nous ici, un build et VS Test, donc qui sont exécutés, qui peuvent être exécutés à la main, donc tout simplement. Et donc vous pouvez donc avoir l'ensemble de ce qui s'est passé en fait dans le job, ou même de façon super lisible, comme je vous montre ici en cliquant sur View Rogue Log. Donc effectivement, vous avez tout le détail de l'exécution et de la réalisation en fait de vos tâches. Et ces tâches peuvent être donc alimentées avec des éléments supplémentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo qui nous a montré qu'on pouvait donc lier un projet Visual Studio 2019, une solution Visual Studio 2019 à un repository qui se trouve être sur Microsoft Azure DevOps, en l'occurrence ici, et que grâce à ce que l'on appellera les pipelines, en fait, nous allons pouvoir enchaîner des tâches qui vont construire le logiciel, le tester, lancer les tests et déployer les artefacts dans une zone d'artefacts ou même carrément sur des comptes, un compte Azure dont par exemple vous disposeriez par ailleurs et qu'il faudrait bien sûr paramétrer.